Le podcast Pour faire changement est une présentation de Serra Santé Communautaire. Serra, c'est une entreprise de l'économie du don qui vise à rendre les soins de santé privés accessibles à tous. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller faire un tour sur notre site web serra.ca. Puis, avant de commencer, vous pouvez peser sur pause pour vous abonner à l'une ou l'autre des plateformes. On est sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Puis sinon, vous pouvez aller nous voir sur Instagram ou Facebook, Serra Santé Communautaire. Vous pouvez nous laisser un commentaire si vous appréciez le podcast ou si vous voulez nous faire des recommandations pour des sujets ou des invités. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Marine Miglianico. Miglianico. Ah, j'étais proche. C'était ça? OK. All right. Puis Marine est psychologue Ouais. spécialisée dans la douance. Ouais. Donc, ça fait quand même quasiment 1 an, j'avais fait une demande pour avoir quelqu'un qui était spécialiste sur la douance parce que j'avais comme des clients qui venaient me voir en ostéopathie puis qui me disaient « Moi, j'ai un diagnostic de douance. J'ai eu le terme ou l'étiquette qui était accolée. Puis, je pense que toi aussi, tu pourrais l'être. » Mais je prenais ça avec un grain de sel. Puis, de toute façon, moi, en général, les étiquettes, c'est pas nécessairement quelque chose qui m'intéressait. Mais on dirait que le temps il a passé. Puis, juste dans ma relation, j'ai lu des articles de blog sur des gens qui vivaient en relation avec des gens qui avaient la douance. Puis je trouvais ça intéressant, c'est peut-être juste une façon de mettre des mots sur quelque chose de différent, puis une façon de penser différente. Fait que je me suis un peu identifié dans certains aspects, fait que j'ai pas fait les tests ou quoi que ce soit, mais avant ça, je me disais ça pourrait être intéressant qu'on en parle ensemble, qu'on en parle avec quelqu'un qui connaît ça, qui travaille avec ça au quotidien. Fait que, d'abord, merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tu peux peut-être parler un petit peu de ton parcours, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à ce sujet-là, peut-être? Oui, en fait, je suis spécialisée en douance, mais je suis aussi spécialisée en psychologie positive, qui est vraiment mon premier coup de cœur au niveau de la recherche. OK. Donc, la psychologie positive, c'est la science qui étudie le fonctionnement optimal de l'être humain. On s'est beaucoup intéressé à ce qui dysfonctionne chez l'être humain, notamment post-guerre, en fait, post-Seconde Guerre mondiale. Et en fait, à la fin des années 90, Martin Seligman, qui était le président de l'APA, qui est la plus grosse association de psychologie au monde, a dit que ce n'était pas scientifique d'étudier la moitié d'un phénomène. Qu'on étudiait l'être humain dans ses dysfonctionnements, donc quand il fait une dépression, quand il est anxieux, quand il fait un épuisement professionnel, mais qu'on n'étudiait pas l'engagement, la joie, la motivation, le plaisir, le sens. Donc j'ai découvert ça à la fin de mes études en France, mon accent français qui ressort là. Et je suis arrivée au Québec après ça, en fait, à la base pour faire 1 an à l'Université de Montréal. J'ai fait un certificat en toxicomanie, puis je devais rentrer après ça, puis je suis jamais rentrée. Donc ça fait, c'est souvent ça qui arrive. Hein? Ouais, on est trop bien ici au Québec. Mais c'est drôle, ça fait penser un peu à l'ostéopathie. En ostéo, on dit souvent que on essaie de potentialiser les mécanismes de santé, ramener la santé, puis voir le corps comme pas juste comme quelque chose qui est en dysfonction, mais aussi qu'il y a de la santé qui veut s'exprimer. Fait que ça me fait penser un peu à ça aussi. Et puis qui est plein de ressources en fait. C'est ça, quand on mobilise les ressources, les émotions positives, etc., le corps est capable d'auto-guérison, c'est incroyable. Puis en fait, je te parle de ça, de la psychologie positive, parce que je vois un lien avec la douance. Okay. La douance, il y a une forme, puis c'est de plus en plus étudié, il y a une forme de fonctionnement optimal en termes de créativité, de capacité d'empathie, de connexion, d'altruisme, etc. Donc on peut y voir des liens, puis... c'est ça, moi je crois qu'on peut tous développer un fonctionnement optimal en comprenant comment on fonctionne, en essayant de voir où sont nos forces, qu'est-ce qui nous donne du plaisir, qu'est-ce qui nous motive, à quelle cause est-ce qu'on a envie de contribuer. Et souvent, on va d'abord guérir les blessures, puis quand la personne commence à aller mieux, on peut le faire en parallèle aussi, mais on va se diriger vers OK, comment tu peux contribuer au bien commun, quelles sont tes forces, quelle couleur tu as envie de rajouter au monde. Et ça agit en complément, en fait. Donc, ouais, vraiment, moi je le dis tout le temps, là, trouver son sens, puis ça contribue beaucoup au bonheur, là, c'est clair. Là, fait que... C'est hyper important. Il y a le modèle du PERMA,
de Martin Seligman, qui sont les 5 piliers du bien-être. Donc le P, c'est Positive Emotions. E, c'est Engagement. M, c'est Meaning. PRMA, j'ai oublié le R. Positive Relationships, Meaning, Accomplishment. Donc c'est vraiment les 5 piliers du bien-être. Et puis au niveau philosophique, il y a 2 théories. L'hédonisme, qui est la recherche du plaisir, et le démonisme, qui est la recherche de sens. Donc pour viser un certain bien-être, on doit trouver du sens dans notre vie et en même temps avoir du plaisir. Parce que souvent, quand on cherche du sens, on peut sacrifier le plaisir dans l'instant présent parce qu'on cherche du sens. Mais si on sacrifie trop le plaisir, on peut être dans le labeur, là, ça devient dur. Et puis si on est trop dans l'hédonisme, on n'est pas forcément dans la quête de sens. Donc il faut trouver un équilibre entre les deux. Tu vois, ça me parle aussi un petit peu. Oui. Là, clairement, là, tu sais, moi, le sens a pris tellement de place, avec le projet, avec l'ostéopathie, avec... Puis à un moment donné, il faut revenir aussi dans les plaisirs simples du quotidien. Là. J'apprends beaucoup ça ces temps-ci. Là. Puis c'est ça qui nous ressource, c'est ça qui nous donne de l'énergie pour continuer. Parce que tu sais, le sens, ça peut paraître être un objectif lointain. Il y a tellement de choses à faire avant de se sentir complètement aligné sur ce qui fait profondément du sens. Puis le plaisir peut nous donner de l'énergie pour continuer. Donc c'est important de pouvoir chercher le plaisir. Puis le plaisir se trouve souvent dans des instants où on est en pleine conscience. On est pleinement présent, pleinement connecté, pleinement ancré. C'est là où on se ressource. Il y a eu beaucoup de recherches sur les émotions positives, notamment comme ressource, en fait, comme élément créateur de ressources au niveau psychologique. Ouais. Donc, fait que ça, le lien avec la douance, c'est ça justement, de rentrer en connexion avec son sens? Est-ce que c'est par là que tu as ouvert cette porte-là? Mais en fait, la douance, je me suis toujours intéressée à l'hypersensibilité parce que j'ai toujours été hypersensible depuis toute petite. Donc, je me demandais un peu qu'est-ce qui m'arrivait, pourquoi je réagissais aussi fort à certains stimuli, puis aux émotions, à l'injustice, ce genre de choses. Donc, ça, je m'intéressais à ça depuis longtemps. Mais la douance, je me suis retrouvée, quand j'ai fait mon équivalence de diplôme au Québec, je me suis retrouvée dans une clinique spécialisée en douance. OK. Et donc, la vie fait bien les choses. C'est comme ça que j'ai découvert ce type de profil. Puis, en fait, j'ai rencontré des clients doués. Puis, c'était fou, là. Ça cliquait à chaque fois. Je voyais la personne dans la salle d'attente. Puis, je me disais, je sens que ça va être un beau lien. Puis, ça se répétait. Au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose. Puis, OK. Fait que pour toi, c'est ça. Ça a été, en fait, c'est comme ça que j'ai découvert ma propre douance. Mais ça a été un long cheminement. Je pense que c'est pas évident de cheminer en ce sens, de dire est-ce que j'ai envie d'aller chercher une confirmation, est-ce que ça fait du sens, qu'est-ce que l'intelligence. On peut prendre des personnes qui sont déficientes, qui auraient un QI moins élevé que la moyenne, là, mais on peut dire que ça peut être des personnes extrêmement intelligentes en termes d'intelligence du cœur, par exemple. Donc, tu sais, je me posais beaucoup de questions. Je me disais, quel est l'objectif, le sens derrière tout ça? Ouais. Mais je pense qu'on peut peut-être définir c'est quoi la douance. On est peut-être rendu là pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de qu'est-ce que c'était. Puis je sais que c'est un défi, là, de définir ça. En tout cas, dans tous les podcasts que j'ai écoutés sur le sujet, c'était toujours la phrase en premier, c'était comme, c'est difficile à définir. Ouais. Mais toi, comment t'en parles de ça? C'est un profil, en fait. C'est un profil neuropsychologique. C'est pour ça qu'on ne parle pas de diagnostic de douance comme on ne parlerait pas de diagnostic d'autisme. C'est un profil, donc on va parler de confirmation plutôt de douance. Okay. Alors, on le valide par le QI, c'est des tests de QI, donc c'est un QI de 130 et plus. À partir de 145, on va parler d'un THQI, donc un très haut QI. Mais ce n'est pas que ça. C'est pas que ça, et c'est là où tout l'enjeu se trouve. C'est aussi des hypersensibilités. Alors, j'ai un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Les phylocognitifs ». Pour ceux qui nous écoutent, qui sont intéressés par la douance, c'est vraiment le premier bouquin que j'ai tendance à référer en thérapie. Il parle de 3 mécanismes sous-jacents, donc l'hyperacuité, qui inclut les hypersensibilités, les hyperesthésies et l'hyperempathie. Ensuite, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'hyperspéculation, c'est la pensée. La pensée qui tourne tout le temps. Plein de questionnements existentiels très tôt. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? C'est quoi la mort? Pourquoi tel profil de personnalité, je m'entends avec elle? Pourquoi pas? Pourquoi les feuilles sont vertes? Ça peut être des questions sur tout et n'importe quoi, souvent très existentielles. Et puis ensuite, il y a les phénomènes d'hyperlatence.
Et l'hyperlatence, c'est le cerveau qui essaye de... le cerveau, on peut même dire la personne qui essaye de modéliser la réalité. Donc elle va comparer ses expériences présentes à ses expériences passées afin d'en trouver les récurrences et de pouvoir en fait avoir un modèle qui est applicable par la suite. La différence entre... Tout le monde a des phénomènes de latence, d'essayer de comprendre la réalité, mais la différence chez une personne douée, c'est que tant qu'elle n'a pas trouvé la réponse, elle va continuer à chercher, souvent. Okay. Ça veut dire que le cerveau peut tourner la nuit, ça peut être la journée, la personne va courir, puis elle va tourner en boucle sur une problématique spécifique jusqu'à ce qu'elle ait trouvé du sens. OK. Fait que là, tu sais, tu parles, puis là, je me reconnais dans plein de ces choses-là, tu sais, mais c'est parce que après, la chose qui arrive, on dirait, avec la douance, c'est que c'est un peu comme l'astrologie, tu sais, comme c'est facile de se reconnaître dans des choses qui sont quand même assez générales, tu sais. Puis j'imagine qu'il y a juste le test qui donne la réponse, sauf que quand même, tu sais, en tout cas, on peut peut-être prendre un de ces exemples-là, tu sais, mais réfléchir beaucoup, tu sais, je pense que il y a des gens dans leur vie, la majorité des gens vont vivre ça, tu sais, réfléchir beaucoup, surtout quand on vit de l'anxiété, on dirait que ça, tu sais, les gens disent « Ah, c'est mon hamster qui tourne », tu sais, mais est-ce qu'il y a une je sais pas, il y a une façon de décrire cette réflexion-là qui serait comme plus rapide, puis qui serait... La douance, elle est quand même liée à une forme de performance. Okay. C'est-à-dire que souvent, les personnes vont très bien performer dans un ou plusieurs domaines. Alors, soit à l'école, mais pas forcément que à l'école, où certains doués ne vont même pas performer à l'école. Ça peut être dans les arts, ça peut être dans la connexion, la compréhension à la nature. Voilà, il y a différents types d'intelligence. Mais en tout cas, il y a un mode de fonctionnement un peu poussé à son extrême. Okay. C'est délicat parce qu'effectivement, la douance est à la mode depuis quelques années, et tant mieux parce qu'on en parle et qu'on s'occupe notamment de ces enfants qui ont souvent été en souffrance par le passé parce qu'ils étaient différents. Mais en même temps, effectivement, il y a un danger là-dedans qu'on se reconnaisse beaucoup. Puis il y a des superpositions entre la douance et l'hypersensibilité. Puis l'hypersensibilité, c'est 20% de la population. Donc la différence entre les deux, c'est là où le test neuropsy, la batterie de test est importante. C'est le test qui va valider avec le QI. Mais en même temps, on peut se questionner, c'est-à-dire que n'importe quel être humain qui à un moment donné se reconnaît dans le profil, ça peut être intéressant de travailler autour de ça. Ça veut dire qu'il y a peut-être une forme de compréhension de certains traits, certains modes de fonctionnement. Puis en thérapie, on peut toujours travailler autour de ça. Donc, ça veut dire quelqu'un qui n'aurait pas la confirmation, mais qui se reconnaîtrait quand même. Exactement. On peut partir de là, et puis de se questionner pourquoi la personne... se questionne autour de la douance. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de l'estime, un besoin de confiance, un besoin d'amour de soi parce que ça peut être gratifiant de se dire tu sais, je suis douée. Ça veut dire quoi, douée? Déjà le mot, tu sais, il est questionnable. C'est pour ça que je préfère philo-cognitif. Des gens qui réfléchissent tout le temps là, puis c'est pas toujours un cadeau parce que des fois on peut se perdre dans les pensées, hein. Mais je pense qu'on peut parler de la douance avec qu'est-ce que, mettons, moi je ressens, tu sais, puis comment ça, on va pouvoir faire une bonne partie du chemin puis parler de quelque chose d'un peu plus concret, même si ça veut pas dire que au moins on pourra trouver des points qui fit puis d'autres qui fit pas, tu sais. Puis la première chose, c'est un lien avec ce que tu viens de dire, c'est que je parlais de ça avec Michael qui fait le podcast aussi, puis il me disait, tu sais, ouais, mais qu'est-ce que tu veux aller chercher, genre, tu sais, qu'est-ce que ça t'apporterait de savoir ça, tu sais, puis j'étais là, c'est quand même une bonne question, tu sais, parce que avant, qu'est-ce qui a changé dans le fait qu'avant, je voulais pas m'identifier, ou même pour les autres, tu sais, je trouvais ça des fois quasiment plate de mettre quelqu'un dans, tu sais, de figer quelqu'un dans une étiquette ou un titre, puis qu'il y ait tout le bagage de qu'est-ce qui vient avec cette étiquette-là. Puis là, je me disais, tu sais, c'est comme si ça peut apporter une façon plus concrète d'expliquer sa différence, genre, tu sais. Parce que moi, en tout cas, je sais pas si c'est de la douance, mais je me suis senti un peu à part des autres comme vraiment longtemps, puis
encore aujourd'hui, tu sais, là, j'ai l'impression que je me fonds un petit peu plus qu'avant, mais il y a certaines phases où, tu sais, je me rappelle, j'étais au cégep, puis là, je réfléchissais, puis dans ma tête, genre, je voyais qu'avec les autres, il y avait quelque chose de différent dans comment je réfléchis, puis à quoi je réfléchis aussi, tu sais. Puis souvent, les autres disaient, écoute, t'es donc bien awkward, toi, tu sais, mais genre, tu sais, comme, il y avait comme un décalage, des fois, tu sais, je sais pas, tu sais, souvent, c'est amener la question que les gens se posent pas, puis qui n'ont pas nécessairement besoin de se poser, mais moi, tu sais, c'est comme je la plaçais là, ou puis, puis aussi en relation, maintenant, c'est aussi quelque chose que je me dis, ben, tu sais, s'il y a un nom pour qu'est-ce qui se passe dans ma tête, ben, peut-être que ça va être plus facile d'en parler, puis de pas m'identifier, mais de dire, check, comme, il y a un truc qui explique qu'est-ce qui se passe, par exemple, tu sais, fait que... Puis en fait, ça permet d'expliquer, mais ça permet aussi de lâcher prise après. Pour moi, l'étiquette, là, où la confirmation, elle permet le dépassement après. On peut se dire, ok, bah, ça explique, c'est un fonctionnement neuropsychique différent. Ça explique mon sentiment de différence, ça explique le sentiment de décalage, toutes ces questions que j'ai l'impression qui ont par rapport avec la plupart des gens. Puis la polarisation, effectivement, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup chez les personnes douées. C'est-à-dire que soit ça peut déclencher du désir, de l'admiration, une envie d'en savoir plus, soit au contraire, ça peut générer des résistances. Tu pointes du doigt des choses que j'ai pas envie de voir nécessairement. Tu me poses des questions que moi je me pose pas, puis je suis très confortable avec ça. Donc tu me déranges, et donc comme tu me déranges, je vais te pointer du doigt et dire que c'est toi le problème. Parce que c'est plus facile, parce que ça me permet de pas me remettre en question. Il y a 2 profils qui sont décrits dans les phylocognitifs, les phylocomplexes et les phylolaminaires. Okay. Donc, complexe et laminaire, c'est issu de la mécanique des fluides, en fait. Un fluide complexe, c'est un fluide qui est un peu plus chaotique, et un fluide qui s'écoule de manière laminaire, c'est en lame, donc c'est plus régulier. Okay. Les phylocomplexes sont plus des ouvreurs de voie. Ce sont des personnes qui vont être au devant de la scène, qui vont aimer être des leaders, qui vont être souvent des personnes très émotives, intenses, qui vont s'intéresser à plein de choses, etc., qui vont être en même temps très empathiques et engagées. Puis, et puis qui vont souvent avoir un problème avec l'autorité, parce que l'évaluation d'une personne ne se fait pas en termes de position hiérarchique, mais plus en termes de valeur morale. La personne va évaluer, est-ce que cette personne-là, je la trouve éthique, morale, est-ce que ça me plaît ou non. Et puis les phylolaminaires sont plus des personnes qui créent de l'harmonie au sein du groupe. Donc c'est pas nécessairement des leaders qui sont au devant de la scène, mais ils créent beaucoup de liens. Et c'est des personnes qu'on va venir voir pour avoir des conseils, à qui on va venir demander un avis, etc. Okay. Donc, c'est des profils complètement différents, et en fait les phylocomplexes peuvent être plus facilement reconnus comme des doués, alors que les phylolaminaires, qui sont un peu moins au devant de la scène, le seront moins. C'est plus des thérapeutes, ceux-là, j'imagine. Mais pas forcément, mais ça peut... En fait, ce que dit Fanny Nasboum dans le livre Les phylocognitifs, c'est qu'on est un pourcentage de complexe et un pourcentage de laminaire, et puis que ça peut un petit peu varier dans la vie aussi, dépendamment du contexte, de nos expériences, etc. Mais c'est intéressant, parce que c'est une manière d'expliquer la douance qui est totalement nouvelle. Et effectivement, les personnes qui se reconnaissent plus dans un profil laminaire peuvent s'identifier davantage. Souvent, on imagine Steve Jobs ou des personnes qui sont très charismatiques. Puis en fait, certains doués vont être plus dans une forme de grande dévotion au groupe. Ils vont faire passer le groupe avant eux, et donc ne seront pas forcément dans ce type de positionnement-là. OK. Je pense que, tu sais, les doués, de ce que j'ai entendu, de ce que j'en comprends, c'est qu'ils sont très différents. Tu sais, c'est très hétérogène. Tu sais, c'est comme s'ils sont dans le même groupe, mais dans le groupe, il y a beaucoup de différences. Puis, c'est ce qui rend peut-être la confirmation difficile. C'est que on les reconnaît à leurs différences, mais on peut pas les
comparer parce qu'ils sont différents, tu sais. Ouais, ça peut être aussi des personnes qui sont très individuées, mais il y a quand même des traits communs. L'hyper-empathie, les hypersensibilités, les questionnements, le fait d'aller vite en profondeur dans les sujets, l'intolérance aux conversations de météo et tout ça, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup et qu'il y a des traits communs quand même. OK. Moi, mettons, je pense que l'aspect QI est un peu controversé pour certaines personnes. C'est ce que j'ai pu comprendre, en tout cas, quand j'ai fait mes recherches. Puis que j'ai cherché qui passait en entrevue, puis on m'a fait comprendre que c'était comme ce sujet-là qui était assez polarisant dans la douance. Ça se peut-tu? Ouais, au niveau de l'ordre des psychologues, en fait, c'est quand même assez normé dans le sens où la douance est confirmée à partir de ce QI de 130 là. Mais effectivement, il y a François Gagné qui parle d'une gradation de la douance à partir d'un 120. La personne est douée, puis on s'en va vers une douance plus marquée pour aller vers le génie. Donc, il y a toute une gradation. Puis c'est vrai que ça pose question, ce 130, est-ce que 129... la confirmation est donnée ou non. En général, le neuropsychologue évalue, il fait une anamnèse, il va poser des questions à son client, comment ça se passait à l'école, comment ça se passait avec ta famille, quels sont tes traits de personnalité, qu'est-ce qui t'a posé peut-être plus de problèmes dans ton enfance, ton adolescence. Puis ensuite, les tests sont passés, donc le neuropsy va regarder l'ensemble de ce qu'il a, c'est-à-dire les informations cliniques et puis les résultats du test pour... faire ou non la confirmation. OK. Parce que, mettons, moi, là, le plus gros truc, c'est que je pense pas que j'ai un QI de 130, mettons. T'sais, c'est comme si... Mais c'est ce que diront tous les doués. Ouais? OK. Mais c'est parce que, tu sais, dans le sens que ça a l'air d'être le truc le plus important, puis ça a l'air d'être le truc que... Tu sais, je veux dire, moi, j'étais en ostéo, là, il y avait du monde intelligent en tabarouette, tu sais, puis comme moi, on explique un jeu de société, là, on est en groupe, puis genre, moi, c'est comme... Je comprends pas le jeu, puis j'ai de la misère à comprendre mon jeu, puis il y en a qui comprennent tout le jeu des autres en même temps, genre, fait que là, comme ça, c'est un haut niveau d'intelligence, tu sais, que... Mais après, c'est sûr que, comme tu dis, on a des degrés d'intelligence qui varient en fonction de j'imagine l'endroit ou la zone, tu sais, il y a certains types d'intelligence, puis j'imagine qu'il y a des zones qui sont plus dures à mesurer aussi, tu sais, comme... Il y a plusieurs indices, en fait, qui vont être validés par le test neuropsychologique. Donc, il y a tout ce qui est logico-mathématique, tout ce qui est attentionnel, tout ce qui est verbal. Mettons, tu peux être très, très bon avec les mots et avoir un vocabulaire large, mais qu'au niveau des mathématiques, ce ne soit pas du tout ça. Puis à ce moment-là, tu vas avoir un profil qui est plus hétérogène, avec des grandes, grandes forces, et puis certaines lacunes. Et donc le QI global, à ce moment-là, ne peut pas être calculé, parce que ça ne ferait pas de sens de faire une moyenne avec des indices qui sont trop disparates. Okay. Et à ce moment-là, la douance est quand même confirmée, mais vis-à-vis de l'indice de compréhension verbale ou de l'attention, ou la rapidité de traitement de l'information, la mémoire, etc. Puis pourquoi tu dis que c'est ce que tous les doués vont dire? C'est par humilité ou c'est par manque de reconnaissance de ses forces, genre? Ou... Mais c'est que l'intelligence, c'est beaucoup la capacité à douter aussi, la capacité à tout remettre en question. Et donc, la première personne qu'on remet en question, c'est soi-même. Et en fait, souvent, ça vient aussi du fait que, comme tu le mentionnais tantôt, très jeune, il y a un sentiment de différence. Et comme on évalue souvent notre intelligence à la capacité à fonctionner en société, on va se dire, mais moi je me sens bizarre, je me sens à part, il y a des trucs que je ne comprends pas, donc je ne peux pas être intelligent puisque je n'arrive pas à bien fonctionner au sein d'un groupe. Donc souvent le sentiment de différence, il vient de là. En thérapie, je fais souvent un dessin avec la courbe de Gauss, avec la moyenne là, qui est à 100. Et puis donc le 130, plus on va dans la pointe, là, plus on est doué, voire THQI, plus le bassin de personnes, on dit souvent qu'on connecte avec des personnes qui ont entre 15 à 20 points d'écart sur notre QI. Donc plus on s'écarte de la moyenne, plus on se retrouve dans la petite pointe de la courbe de Gauss. Et plus le bassin de personnes avec lesquelles on va connecter en profondeur est moindre.
Alors souvent, les doués attirent les doués, donc les amis vont être doués, etc. Mais quand même, dans la vie de tous les jours, il peut y avoir un sentiment de différence, de non-connexion, de ne pas comprendre les autres, de frustration même parfois. Et c'est là où la confirmation peut être aidante. C'est-à-dire, je me comprends, je peux trouver mon groupe d'appartenance et ça me permet ensuite de lâcher prise et de pouvoir être tournée plus vers l'autre, de m'adapter à des personnes qui auraient des modes de fonctionnement différents du mien, des intérêts différents du mien, etc. OK. Ça crée de l'ouverture. En tout cas, c'est l'objectif. Puis, est-ce qu'il y a des traits que tu te dis, ça, là, ça c'est sûr, c'est de la douance? Ou genre, c'est un feeling? Ou genre, tu sais, est-ce que des fois, tu sais, quand tu dis, là, toi, faudrait t'aller faire ton test, là, est-ce que tu te trompes souvent ou... C'est un sujet très délicat. Mais souvent, je le dis aux clients quand j'ai une intuition. Ouais, et souvent, ça tombe juste. Mais c'est délicat parce qu'en fait, on ne veut pas non plus créer des attentes ou quelque chose. Donc, c'est souvent... Okay. On dit ça en prenant des pincettes. On dit à la personne, effectivement, tu as des caractéristiques. Puis si la personne ressent un besoin aussi d'aller chercher en ce sens-là, à ce moment-là, on peut l'orienter. Mais, mettons dans un autre contexte là, où tu sens que quelqu'un pourrait faire de la douance, tu lui dis pas d'aller consulter, puis là, d'aller faire le test, puis là, il va, puis il revient avec une confirmation, puis là, est-ce que ça t'arrive souvent de dire « Ah, je le savais », tu sais, ou... De plus en plus, ouais. puis comment, genre, ça te vient, c'est parce que t'es en côtoie plein, tu pensais que c'est plus intuitif, ou... Il y a quelque chose d'intuitif, c'est clair, mais c'est sûr qu'avec les années de consultation auprès de personnes douées, là, c'est sûr qu'on développe une certaine acuité, là. Mais oui, à la base, il peut y avoir quelque chose d'intuitif. En fait, lors d'une dernière conférence, j'ai dessiné des petits martiens au milieu d'une foule, là, avec des antennes qui se repèrent. Souvent, je dis aux personnes en consultation, mais vous avez une bonne intuition, puis ça fait partie des sens qui sont très développés. Alors, si vous sentez une connexion particulière avec quelqu'un, allez-y, allez lui parler à cette personne-là. Et en fait, c'est drôle parce que lors de cette conférence, j'avais plusieurs clients et clientes qui étaient présents et... il y a plusieurs personnes, je me disais, ce serait merveilleux qu'ils se rencontrent, ils s'entendraient tellement bien. Et en fait, il y en a plusieurs qui ont connecté durant la conférence, qui sont allés naturellement se voir et se parler, et que ça a cliqué. Oh, c'est drôle, ça. Tu peux parfois rentrer dans une salle et te dire, ah, cette personne-là, je sens que je me sens attirée, j'ai envie de la connaître, cette personne. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose de très instinctif là-dedans. Fait que ça voudrait dire que la douance, c'est comme... C'est quasiment plus un phénomène, tu sais, dans le sens que... Parce que moi, ce que je trouve... Mon questionnement, mettons, c'est que... Est-ce que la douance, c'est une réalité ou est-ce que c'est un... Tu sais, qui est sous-tendu par un phénomène ou est-ce que c'est quelque chose qu'on... C'est comme un jugement ou un... Tu sais, parce que, mettons, là... quelqu'un qui est bon à l'école, tu sais, ben, quelqu'un qui est bon à l'école, c'est un phénomène, tu sais, il réussit à bien répondre aux attentes, tu sais, c'est quelque chose qu'on peut pas tout le temps nommer, mais versus ses résultats, tu sais, ses résultats, c'est comme, on a posé un jugement sur une réalité, genre, je sais pas si tu comprends un peu qu'est-ce que je veux dire, là. Même puis quelle est ta demande par rapport à ça? Tu te demandes si la douance est un phénomène ou si c'est une... Ben, c'est que, est-ce que c'est un regard externe qui est posé sur des aptitudes, tu sais? Ou est-ce que c'est un phénomène qui est sous-tendu par une réalité d'être, tu sais? C'est une très bonne question. Il y a beaucoup d'opinions divergentes à ce niveau-là, chez les thérapeutes et les spécialistes en douance. De plus en plus, on sait par exemple que la créativité... on est beaucoup plus créatif dans certains états de conscience. Alors, on peut se poser la question, est-ce que la personne douée, on sait qu'il y a de la génétique là-dedans, bien sûr, hein, mais est-ce que la personne douée comprend que dans certains états de conscience, comme dans l'état de flow, par exemple, elle va être très créative, puis elle va être capable d'accéder
plus facilement en travaillant en fait à cet état de conscience-là. Probablement quand tu travailles et que tu es très connecté à ton travail, tu peux perdre la notion du temps, avoir l'impression d'être complètement en fusion avec l'activité, l'impression que c'est fluide, que ça se fait naturellement, etc. Mais ça, c'est un état de flow. Et dans cet état de flow-là, on est hyper productif, hyper performant parce qu'on est très connecté. Donc, tu sais, oui, il y a des phénomènes qui peuvent amener une grande performance. Fanny Nasboum a publié un nouveau bouquin là, qui s'appelle Les hyper-performants. Alors, j'en parle à plein de gens, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai regardé un peu des passages. Et effectivement, on peut se demander si certains états de conscience pourraient promouvoir plus d'ouverture, plus de créativité, etc. C'est en train d'être étudié par la recherche. Ça fait quelques années que la douance est vraiment un sujet d'étude qui se développe. Donc, je pense qu'on va de plus en plus comprendre qu'est-ce qui sous-tend. Parce que je pense que dans les aires associatives du cerveau, il y a comme un phénomène qu'on aurait observé qui il y a une épaisseur qui fait que l'information se transmet. Fait que tu sais, ça, c'est comme... Vite, ouais. Fait que ça, c'est comme une façon d'observer ça. Ouais, c'est parce que, dans le fond, qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui est intelligent n'est pas doué, tu sais? Tu sais, des gens, mettons, que moi, je considère plus intelligents que moi, ne seraient pas nécessairement... feraient pas de la douance, tu sais. Ça revient un peu à l'autre question d'avant, tu sais, c'est comme... Ouais, c'est que ça dépend sur quel référentiel théorique on se base par rapport à l'intelligence. Comment on définit l'intelligence. Ça part de là. La spécificité de la douance, moi souvent je définis comme l'hyperconnexion, une très très grande connexion et une grande connexion entre les trois cerveaux, c'est-à-dire la tête, le cerveau, le cœur et les tripes. Donc les intestins, on sait maintenant qu'il y a des neurones dans le cœur, qu'il y a des neurones dans les intestins. Donc il y a une grande connexion entre l'intelligence rationnelle, l'amour de l'autre, l'amour du sujet, la passion, etc. Et puis les tripes, c'est-à-dire l'intuition, l'instinct, ce qui est beaucoup plus animal. Peut-être comme ça qu'on peut définir un petit peu plus la douance, mais il y a plein de types d'intelligence. On peut regarder une personne trisomique et se dire elle est tellement belle, tellement intelligente de l'amour qu'elle donne, cette personne-là. Ça pose question. Moi, je trouve que l'intelligence, on ne peut pas la définir uniquement par l'aspect rationnel, parce que je peux être hyper intelligent rationnellement et détruire la planète et prendre des décisions qui sont pas forcément bonnes pour le bien commun. Est-ce qu'on peut parler d'intelligence oui, la personne est peut-être intelligente au niveau rationnel, mais il manque peut-être l'intelligence plus holistique du cœur. L'altruisme, pour moi, c'est une intelligence. Il y a plein de formes d'intelligence. Donc, c'est complexe. Ouais, vraiment. En tout cas, j'imagine que tu sens un peu mes questionnements en tout cas, je pose des questions, puis en même temps, je veux pas trop revenir à moi pour, tu sais, comme, je me sens pas dans un truc... En tout cas, je fais attention de ne pas être dans un truc trop... moi, c'est quoi? Mais en même temps... Mais c'est intéressant parce que certaines personnes peuvent se retrouver aussi dans tes questionnements. Donc, on peut partir de ça aussi. Ouais, ben, tu sais, mettons qu'on refait le chemin de... Tu sais, juste quand j'étais jeune, mettons, là, j'essaie de me... Tu sais, quand j'étais au primaire, là, puis c'est beaucoup à ça que je pensais cette semaine, tu sais. J'étais pas dans les plus vite, tu sais, j'étais pas dans les premiers de classe, mais ça allait toujours bien, tu sais. Mais genre, tu sais, mettons qu'on faisait des maths, tu sais, je pouvais m'arranger, tu sais, il y avait comme des bouts, genre, où que quand t'avais fini, tu pouvais arrêter puis jouer aux cartes, genre, puis j'étais genre, tu sais, souvent je finissais dans comme 4 ou 5 premiers, mais pas les premiers nécessairement, genre, mais on dirait que toutes mes études, j'ai tout le temps eu des notes quand même assez dans la moyenne, genre, tu sais, un peu au-dessus, ou, tu sais, mais pas des immenses scores, en tout cas, pas... peut-être certaines matières, genre le français, c'était plus facile pour moi, puis l'anglais, puis mais, tu sais, après, tu sais, en regardant ça de derrière, tu sais, je vois pas un enfant surdoué, tu sais. Puis je me rappelle que j'avais... Mon père, il voulait que je rentre un peu avant à l'école, j'étais comme en octobre, puis c'était genre la date limite, c'était en septembre, je pense. Puis j'avais été voir un psychologue, je pense, puis lui, il avait dit non, il passera pas avant, genre, fait que tu sais, ça, c'est comme pour moi, c'est un peu ça, la genre de... le signe qui dit non, tu sais, parce qu'il y en a plein qui disent oui, mais celui-là, c'est plus le genre
quand je le regarde avec la paire de lunettes que j'ai en ce moment, c'est comme un peu plus difficile, tu sais. Fait que je sais pas si des fois, dans ce qu'on voit, il y a des gens qui se sentent comme ça pareil ou... En fait, c'est effectivement possible de ne pas avoir été premier de classe et d'être doué. Ça, c'est tout à fait possible. L'avantage du bilan neuropsy, c'est qu'il vient expliquer, en fait, douance ou pas douance, il vient expliquer un mode de fonctionnement. OK. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'on peut comprendre en profondeur comment le cerveau fonctionne, comment notre cerveau fonctionne. C'est très riche. Puis, on peut voir certains décalages. On sait que dans la douance, il y a souvent des dysynchronies, donc des décalages importants. Et à ce moment-là, c'est expliqué par les résultats. Puis, en fait, durant l'évaluation, les tests sont passés, mais le neuropsy observe en même temps les trucs qui sont mis en place, est-ce que la personne fait de l'anxiété de performance, etc. Donc, le bilan est vraiment global de ce point de vue-là. Et là, ça peut être très intéressant. Comme je disais tantôt, il y a plusieurs profils. Il y a des profils qui sont plus académiques, des enfants qui vont très bien réussir. Il y a des profils qui sont plus créatifs. À ce moment-là, l'enfant va être... quelqu'un de très créatif, pas forcément très bon dans les matières très scolaires. T'sais. On pense souvent à la personne douée qui aurait une mémoire d'éléphant ou qui serait très bonne en maths, par exemple, et l'enfant qui est excellent en dessin et qui a une précision incroyable ou qui a des idées, qui fait de la peinture, qui fait des trucs... c'est une autre forme de douance. Donc, mais moi, je recommande à toute personne qui se pose des questions et qui en a la possibilité d'aller passer ce bilan-là parce que c'est très riche. Puis, ce que je recommande souvent aux clients aussi, c'est choisissez un neuropsy avec lequel vous vous sentez en confiance. Ah ouais, ça, okay. C'est super important parce que si on ne se sent pas en confiance, on peut faire un peu plus d'anxiété, ça va venir teinter les résultats. Alors après, c'est pris en compte dans l'analyse, mais quand même, c'est toujours mieux de se sentir bien. Alors on peut parler au téléphone avant ou faire une pré-rencontre pour évaluer si on se sent bien à l'aise. Mais c'est important, mais effectivement, ça peut être intéressant pour comprendre qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné dans certains domaines, un peu moins dans d'autres, quelle est ma spécificité au niveau neuropsy. Puis je pense que, tu sais, ce que j'entendais, c'était que souvent les personnes douées, c'était un peu les maîtres de l'adaptation, là. De la suradaptation même. Ouais. Ça va même au-delà de ça. Telle adaptation, c'est bon, c'est sain, ça nous permet de fonctionner avec les autres. La suradaptation, c'est le caméléon perpétuel qui s'adapte à tout le monde parce que la personne veut tellement que les autres se sentent bien. C'est là où l'hypersensibilité rentre en ligne de compte. Si l'autre n'est pas bien, moi, par résonance, je me sens pas bien parce qu'il est pas bien et je le sens. Donc, je veux qu'il soit bien parce que je veux me sentir bien. Et s'il y a 3-4 personnes dans la salle qui sont pas bien, là, qu'on est plusieurs, je vais me dire, oh là là, il faut que j'aille apaiser celui-là, discuter avec celui-là, etc., pour que tout le monde se sente bien, pour que je me sente bien. Donc, c'est là où il y a de la suradaptation, en fait. Ok, j'aurais pas cru que c'était nécessairement plus surtout relié à l'empathie. J'aurais pensé aussi peut-être plus comme les attentes puis la performance, comme on disait. Absolument, ça peut être ça aussi. Ouais. Okay. Ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être au niveau, effectivement, de la performance aussi. Le besoin de s'adapter à ce que l'on demande, à ce que l'autre souhaite de nous. Oui, ça fait partie de la suradaptation. Parce que, tu sais, je parle de ça parce que, mettons, tu sais, moi, je sais qu'à l'école, j'ai jamais vraiment beaucoup écouté, ni étudié, mais j'ai tout le temps eu quand même bonnes notes, tu sais. Fait que c'est comme si, moi, qu'est-ce qui se passait dans ma tête, c'est, ça me tente pas de faire ça, mais je vais le faire jusqu'à temps que je respecte les attentes, genre. Fait que j'ai jamais été performant à l'école parce que ça m'intéressait pas tant que ça. Mais en même temps, je savais que, tu sais, il fallait que je réussisse pour arriver aux attentes. Fait que si, mettons, mon objectif personnel, ça aurait été d'avoir une excellente note, je sais que j'aurais pu, tu sais, en y travaillant là-dessus. Puis ça, c'est un autre truc que j'ai entendu puis qui me rejoint beaucoup, c'est avoir la croyance forte qu'on peut arriver à tout tout ce dont on a envie d'entreprendre, on peut y arriver, tu sais. Puis moi, j'ai vraiment ça extrêmement fort en dedans de moi, genre, tu sais, comme... tu sais, à un moment donné, j'étais à l'école, puis là, tu sais, en ostéo, c'est quand même... C'est comme il y a un flou dans qu'est-ce qu'on va être capable de sentir plus tard, parce qu'il y en a qui sentent, puis il y en a qui sentent pas, tu sais, puis c'est très... c'est pas dit comme ça, mais tu sais, c'est un peu les attentes qu'on a, parce qu'on nous montre des choses qui sont très subtiles, qui sont pas prouvées, puis qui sont
puis qu'on voit qu'il y a certains ostéopathes qui sentent beaucoup, puis d'autres qui sentent qui sont moins, puis qui sont... Puis, à un moment donné, j'ai dit à un prof, j'ai dit, moi, je suis convaincu que je vais être capable de sentir tout ce que j'ai besoin de sentir, tu sais, puis... Fait que c'est comme si, tu sais, à un moment donné, c'est comme de la fausse confiance, peut-être, mais en même temps, j'ai ça, genre, tu sais, pour tout, tu sais, puis le projet d'entreprise, Serra, j'étais pas entrepreneur du tout, je connais personne qui est entrepreneur, puis on m'a dit, tu sais, ben je me suis dit, je vais le faire, puis, tu sais, je suis encore là aujourd'hui. Puis ça, je sais que j'ai toujours eu ça, tu sais, comme... Même en 5e année, genre, j'avais comme décidé de faire un oral sur... puis là, il fallait choisir son sujet, puis moi, j'ai dit, je vais faire un show d'humour, genre. Fait que là, j'avais comme copié un show d'humour que j'avais vu à la télé, je l'avais comme écrit, puis je l'avais joué, genre, devant le monde. Puis j'avais jamais fait ça, mais on était deux, puis là, c'est moi qui coachais l'autre, tu sais. Parce que j'ai comme... On dirait que de le voir, je comprenais qu'est-ce que ça prenait pour le jouer, tu sais, mais... En tout cas, fait que ce genre de confiance-là de pouvoir faire tout ce qu'on a envie d'entreprendre, genre. Elle peut être très bonne parce qu'effectivement, elle pousse à aller au bout de ses objectifs et de ses rêves, c'est génial. Et parfois, elle pose problème parce qu'elle entrave la persévérance. Je sais que je suis capable de faire ça, donc je ne vais pas le faire ou je ne vais pas persévérer parce que si je voulais, je pourrais, donc je ne le fais pas. Ça crée un effet de je papillonne dans plein d'affaires parce que je sais que je peux y arriver, donc dès que je sais que je peux y arriver, je m'en désintéresse. Et là, c'est intéressant pour les enfants, là on travaille beaucoup ça. Okay. Choisis une activité qui te plaît et travaille même quand ça te plaît moins, même quand tu décroches un peu, même quand tu as moins de plaisir. La question du plaisir, hein, j'investis mon énergie dans l'activité qui me donne du plaisir et ce plaisir-là me redonne de l'énergie que je réinvestis à nouveau dans l'activité. Donc il y a une espèce de spirale vertueuse, mais quand le travail devient un peu plus pénible, que j'ai un peu moins de plaisir, c'est là qu'il faut persévérer parce qu'on peut avoir des bénéfices encore plus grands, etc. Donc c'est sûr que ça, c'est un truc qui est travaillé. Je pensais aussi tantôt à la théorie des anneaux de Renzulli, là, les trois anneaux que Renzulli décrit pour les personnes douées, donc des aptitudes élevées, l'engagement et la créativité. Des aptitudes élevées, l'engagement et la créativité. Donc là, on parle d'engagement, être très engagé. C'est là où on peut parler de flow aussi, d'atteindre ces états de conscience, de ne pas lâcher, en fait, d'avoir envie de rester très engagé vis-à-vis de ses rêves, etc. Ouais, ça, ma blonde, elle n'en revient pas des fois à quel point je peux être intense dans une affaire, tu sais, au point que ça lui fait peur des fois quand j'ai une nouvelle passion parce qu'elle sait que, comme, je vais sûrement me déconnecter un peu du couple, tu sais. Puis en même temps, elle sait que genre peut-être dans 2 mois, j'en parlerai plus jamais. C'est comme 2 mois super intenses comme dernièrement, c'était genre les crypto-monnaies. Là. J'étais comme. C'est de l'hyper-engagement. J'ai tout compris. Il a fallu que je comprenne tout, puis il y a comme pas assez de temps dans une journée pour faire le tour de tout ce que je voudrais. Genre, puis, mais ces genres de passions-là, je les contrôle pas, puis genre sont extrêmement fortes, puis après ça, il n'y a plus rien. Genre, après ça, c'est comme... Fait que c'est ça qui est dur. Puis tu sais, quand tu parlais d'engagement, aller plus loin, tu sais, ben, on dirait que le projet d'entreprise, c'était un peu ça. Au début, c'était 15 heures, 17 heures par jour dans ma tête à genre rouler extrêmement fort, tu sais. Puis là, ça a duré 2-3 ans jusqu'à temps que le projet ralentisse, puis que là, ça soit plus difficile même de même y penser parce que mais là tu sais, je suis dans ce projet-là encore, tu sais, puis je veux l'amener à bon terme, tu sais, puis en tout cas, je veux qu'il soit autonome, mettons. Mais recréer cette intensité-là, tu sais, c'est quand même pas facile, pareil, là. J'ai un ami qui parle de surfer sur la vague. Quand à un moment donné, il y a un intérêt qui arrive, puis surfer sur la vague, c'est plaisant, c'est génial, ça va vite. Et puis au bout d'un moment, la vague est plus là, puis je rame à contre-courant et j'ai l'impression que c'est beaucoup moins facile, beaucoup moins plaisant. Et c'est là où la persévérance est importante, mais c'est aussi important de pouvoir avoir du plaisir, donc il faut trouver un juste milieu entre les deux. Une des choses qui peut l'expliquer, c'est l'hyperconnexion.
C'est comme si la douance, c'était l'hyperconnexion à soi, aux autres, à certaines activités. Et parfois, dans cette hyperconnexion, il y a une perte de sentiment de soi, mais qui n'est pas toujours positive. Je peux me faire complètement happer par quelque chose, par une discussion, par une personne même. Et je vais facilement me décentrer. Donc l'idée, puis on travaille souvent ça en thérapie, c'est d'être très ancré, d'être grounded, de pouvoir revenir à soi. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui fait du sens, finalement de se recentrer. Puis ça passe aussi beaucoup par le corps, faire des activités où on n'est pas dans la tête, où on est dans le corps. C'est faire de la couture, faire de la peinture, travailler le bois, faire de la cuisine. Ça peut être aller courir, bref, trouver des activités qui ressentent, parce que sinon, la limite entre soi et l'autre, ou soi et l'activité, est beaucoup moins tangible. Et donc, ça amène beaucoup de connexion, mais ça peut amener une certaine sensation de perte de soi. C'est vraiment intéressant. C'est comme de pas trop rentrer en profondeur pour pas que ça fasse trop mal quand on en ressort, genre, tu sais, comme garder un lien avec le... C'est être capable de se protéger, en fait, de garder une individualité forte. Et ça passe par dire non, s'affirmer, être centré sur ses besoins aussi, trouver un bon équilibre entre les besoins de l'autre et mes besoins. Ça, c'est un travail souvent de longue haleine. Mais ça fonctionne bien une fois que la personne hypersensible ou douée est bien ancrée et qu'elle se sent assez forte pour dire non, pour mettre ses limites, etc. Ça fait quelqu'un de très équilibré, mais ça se travaille. Puis la pensée qui tourne, elle peut être parfois problématique, parce que c'est pas parce que j'ai réfléchi à tout un tas de choses que c'est nécessairement intégré pour moi. Ça passe souvent par le corps quand c'est intégré, une espèce de déclic, d'alignement. Donc ça prend de se recentrer sur soi pour pouvoir... s'aligner et ensuite être dans la dialectique là, bien groundé, tout en étant tourné vers l'autre, mais en étant conscient de ses propres limites en même temps. Parce que là, toi, t'en parles quand j'ai l'impression que en parlant de ça, tu parles beaucoup d'être happé par l'autre, là. Je pense que c'est qu'est-ce que tu as dit tantôt. Mais ça peut être dans plein de contextes. Ou dans le sujet, le domaine d'intérêt, d'être happé. Tu sais, je travaille 12 heures, 14 heures sur un sujet, puis j'oublie de manger, j'oublie d'aller prendre ma douche parce que j'ai tellement de plaisir, puis je suis tellement à 200% dans ce que je fais que c'est là où c'est quasiment une trop grande connexion. Il faut revenir à l'équilibre de vie, bien manger, bien dormir, se mettre des limites. Il y a Robert Vallerand qui parle de la passion. Il parle de la passion harmonieuse et de la passion destructrice. La passion harmonieuse, elle n'empiète pas sur le reste de la vie. Les relations peuvent toujours être présentes, équilibrées, le style de vie peut être toujours sain, etc. Alors que la passion destructrice, elle est obsessionnelle, en fait. On n'est pas capable de s'arrêter. On veut faire cette activité sans arrêt. Et donc, c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver, d'être plus dans une passion harmonieuse, d'être capable de se mettre des limites, même quand c'est extrêmement plaisant. Pour pouvoir rester ancré. Ouais. Ça me fait vraiment penser à... Quand j'ai eu 20 ans, là, j'ai eu genre de crise existentielle. Là, puis moi, j'ai perdu un frère quand j'avais 13 ans qui est décédé, qui s'est enlevé la vie. Fait que, je pense que pendant longtemps, j'ai mis ça de côté. C'était comme trop gros. Mais quand il a été le moment de faire ce deuil-là, puis je l'ai comme un peu réalisé que j'étais en train de faire le deuil parce que c'était comme... je devais faire un travail à l'école, un genre de performance artistique, puis j'avais décidé de faire ça là-dessus. Puis en même temps, genre, il y a plein de choses qui émanaient ou qui ressortaient, tu sais, puis que je faisais pas... Sur le coup, je faisais pas le lien, mais quand j'ai eu ça, à peu près... juste avant d'avoir 21 ans, j'étais dans une période pendant comme un mois ou deux où j'étais incapable d'arrêter de réfléchir, tu sais. Puis moi, j'ai souvent dit que c'était comme si la conscience était arrivée dans mon corps, genre, à ce moment-là. Puis là, c'était comme si, à ce moment-là, j'avais pris tout ce que je savais, puis j'avais tout garoché à terre. Comme mettons, un bac d'ustensiles, tu sais, puis que toute ma vie, on m'a dit, tiens, ça va là, ça va là, ça va là-bas. Puis là, c'est comme si j'avais tout garoché à terre, puis là, je prenais une idée à la fois, puis là, je la regardais, genre, puis là, je la plaçais à la place que je pensais qu'elle allait, tu sais. Puis c'était beaucoup relié à l'empathie, mais à la capacité de
me voir à travers les autres, genre, tu sais. Puis, fait que là, j'étais comme, OK, si moi, je suis capable de voir, tu sais, je ressens ça, telle chose quand je fais telle affaire, ben l'autre personne, quand j'ai fait telle autre chose il y a longtemps, ben elle a dû se sentir comme ça. Puis après ça, c'était genre des questions sur la vie et la mort aussi. Tu sais, c'était beaucoup comme qu'est-ce qu'on fait ici, puis pourquoi je suis là, puis c'est quoi qui fait du sens, puis si j'ai perdu un frère qui s'est enlevé la vie, ben c'est quoi le bonheur, parce que je veux pas nécessairement me rendre à la même place que lui. Tu sais, fait que c'est comme... Je pense que ça a duré un mois ou deux, là, où j'arrivais plus à dormir. Il fallait que je me clenche des épisodes de Breaking Bad, un à la suite de l'autre, pour être capable de penser à d'autres choses, puis finalement aller me coucher. Là. Puis, en tout cas, ce qui a permis de sortir de ça, c'est comme mon choix d'aller en ostéopathie. Ça m'a vraiment apaisé. Là. C'était comme... c'est comme si c'était là que j'allais pouvoir trouver les réponses que je cherchais un petit peu. Puis ça a été vrai. Ça m'a vraiment comme... Ça m'a aidé, puis il y a plein de personnes qui avaient ces réponses-là, mais c'est pour ça que quand on parlait de rapidité, de réflexion, puis aussi la pensée en arborescence, là, on n'en a pas vraiment parlé, mais tu sais, une pensée qui en amène un autre, là, c'était comme... Tu sais, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse attention à où je laissais mon cerveau aller, puis à quelle intensité. Puis depuis ce temps-là, je l'ai comme un peu plus contrôlé, genre, tu sais, mais quand on parle de ça, c'est un des trucs dans lesquels j'ai pu me reconnaître un petit peu. Il y a là. plein de choses dans ce que tu dis, là, j'essaie de me faire des petites listes mentales, là, mais il y a toute la notion de croissance post-traumatique qui a été étudiée en psychologie positive. On a beaucoup parlé de stress post-traumatique, mais en fait, il s'avère que la plupart des gens, lorsqu'ils vivent un gros deuil, un trauma, une difficulté, peuvent vivre une croissance post-traumatique. Puis la croissance post-traumatique, c'est pas j'aurais souhaité que ça arrive parce que l'événement est terrible, mais c'est je tire des leçons de vie de cet événement-là et ça me permet de grandir en tant que personne. Donc ça, c'est un concept qui est très intéressant à regarder là, notamment par rapport à ce que tu as vécu. L'autre théorie que j'aime beaucoup, c'est la théorie de la désintégration positive de Dabrowski, qui a beaucoup étudié les personnes douées. Ce qu'elle dit, la théorie, alors souvent je le dessine, là je dessine une droite avec des petits ronds dessus, les ronds représentant dans notre vie les crises existentielles que l'on peut vivre, et la droite représente en fait l'amélioration de soi, avoir plus de conscience, être plus altruiste, comprendre davantage de choses, etc. Puis quand on est sur ce petit rond, donc cette crise existentielle-là, il y a deux solutions. Soit j'accepte le déséquilibre inhérent à la crise, j'accepte ma vulnérabilité, j'accepte mes difficultés, j'accepte d'être ébranlée. Et à ce moment-là, je suis capable de transcender la crise. On dit que la guérison vient de la rencontre d'une blessure et d'un sens. Je comprends ce que je vis, donc je suis capable de grandir. Et là, la psychologie positive peut être très aidante en termes de mobilisation des ressources. Ou alors, je refuse cette crise-là parce qu'elle me fait trop peur, parce que je me sens pas capable, parce que je me sens pas bien et je veux pas me sentir pas bien. Et à ce moment-là, je me stabilise, ce que je peux faire, mais je me stabilise à un état antérieur de fonctionnement. Et donc la vie est bien faite, c'est comme ça qu'on crée les patterns. Si j'ai pas compris, si j'ai pas extrait le sens de la crise, de ce que j'ai vécu, à ce moment-là, je vais revivre sous d'autres formes le même genre de problématique. Et donc, quand quelqu'un arrive en thérapie en disant j'ai l'impression que je sais pas, j'ai vécu de l'agressivité avec mon ex-conjoint, puis maintenant je vis de l'agressivité avec mon patron, puis j'ai vécu de l'agressivité avec mon frère, j'ai l'impression que je m'en sors pas, on va essayer de comprendre c'est quoi le sens de ces crises-là, c'est quoi les dénominateurs communs, c'est quoi qu'il faut travailler, qu'est-ce qui a besoin d'être intégré ou désintégré de manière positive. Souvent, on enlève des couches d'oignons, c'est comme ça qu'on se rapproche du cœur, donc c'est plutôt en enlevant des choses qu'en en ajoutant. Donc on va travailler ça en thérapie. Puis Dabrowski parle des hyper-excitabilités en fait chez les personnes douées. Puis c'est ce besoin un peu compulsif d'avancer, de transcender les crises. Donc c'est comme ça qu'il y a une forme d'intégration plus rapide qui se fait. Ok. Que de transcender les crises, tu dis? Mais transcender les crises, c'est comprendre le sens du déséquilibre que je suis en train de vivre.
en extraire c'est ça, une compréhension, une leçon. Ça peut être par exemple, je tombe tout le temps dans des relations toxiques. Qu'est-ce qui fait que je tombe dans des relations toxiques? Peut-être qu'en termes d'écoute de mon intuition, d'affirmation, il y a peut-être quelque chose à travailler. Puis l'autre sujet que tu as amené après, c'est la pensée en arborescence. Puis ça, c'est un sujet qui est controversé, qui n'est pas en fait appuyé par la recherche. La recherche, ce qu'elle démontre, c'est que les personnes douées ont une pensée divergente. Par exemple, si on demande de compléter une figure, la personne douée va avoir plus d'idées de complétion de la figure qu'une personne qui ne serait pas douée. On ne peut pas dire vraiment pas douée, là, mais qui ne serait pas confirmée HP, par exemple. Mais la pensée en arborescence, en même temps, c'est un concept clinique qui permet d'expliquer beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça qu'il a été très repris. Ah ouais, ok. Fait que c'est pas soutenu. C'est pas science-based, ouais, c'est ça. En même temps, c'est significatif. On peut imaginer l'arbre, ça met du sens en quelque part par rapport à cette pensée-là. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur la douance, qui ont été écrits par des thérapeutes. Et il y a un gros biais de sélection de l'échantillon. Là, déjà, c'est un avis clinique, donc c'est pas une recherche scientifique. Et puis, il y a un biais parce que les thérapeutes vont se baser sur les clients qu'ils voient en thérapie. Donc, qui sont des personnes qui, à un moment donné de leur vie, sont en recherche d'aide. Alors, c'est important. Il y a de plus en plus de livres qui sont écrits là, qui sont basés sur les données scientifiques, mais c'est très important de pouvoir lire ces livres-là parce que, en fait, en réalité, on dépeint souvent la personne douée comme une personne plus souffrante, plus isolée, plus torturée, plus dépressive, etc. Et en fait, la recherche démontre qu'au contraire, les personnes douées, en général, fonctionnent bien, sont plutôt heureuses, etc., etc. Il y a Franck Ramu qui a écrit un article qui s'appelle « La pseudoscience des surdoués », où il a justement fait un peu une revue de la littérature de ce qui est souvent dit et puis de ce qui est démontré, en tout cas démontré, ce qui est appuyé scientifiquement. Ok, c'est cool, mais en fait ça m'amène un peu à un truc que j'avais envie de parler, mais c'est pas nécessairement directement lié à la douance, tu sais, puis mais dans un sens oui, tu sais, c'est comme si, on dirait que le sujet que j'ai envie de parler, c'est comme si ça peut démontrer un petit peu comment je réfléchis aussi en même temps, tu sais, puis tu sais, moi, j'ai étudié en ostéopathie, puis quand je suis arrivé en ostéo, j'ai dit là, je vais en trouver du monde qui pense un peu, tu sais, qui ont un peu le même genre de réflexion, puis parce que moi, je me disais, je m'en vais en ostéo pour trouver des réponses, tu sais, c'est à quoi je me questionne, tu sais, puis mon ostéo que je voyais avant de m'inscrire, elle me disait, ben, tu sais, si tu veux vivre une vie de recherche de sens, l'ostéopathie, c'est un bon domaine, puis effectivement, tu sais, il y avait des bouts, quand même souvent des bouts où on touchait à qu'est-ce qui pour moi était essentiel de comprendre pour aider l'humain, tu sais, c'était comme, c'est-à-dire la vie, genre, tu sais, en général, pour philosopher un peu là-dessus, puis mais je me suis rendu compte aussi que souvent, c'était en ostéo, on était dans le concret, tu sais, faut apprendre les bases avant de faire, faut faire ses gammes avant de faire des chansons, tu sais, puis mais on dirait que derrière de ma tête, il y avait tout le temps quelque chose qui demandait pourquoi, tu sais, pourquoi on fait ça. Puis je me suis rendu compte que j'étais quand même assez sceptique dans la vie, mais pas sceptique de ce que les gens sont sceptiques en général, tu sais, parce que, tu sais, je sais qu'à un moment donné, on était en classe, puis là, on apprenait à faire craquer des vertèbres, tu sais, puis là, j'étais comme, pourquoi on fait ça, tu sais, pourquoi ça, c'est le truc qui est généralement, genre, accepté par la communauté en général, tu sais, comme ça a longtemps, tu sais, surtout, en tout cas, au Québec, je sais pas en France, là, mais l'aspect comme mobilisation d'articulation, vu que ça craque, c'est concret, donc on y croit, tu sais. Donc, c'est valide, mais l'aspect plus sensible de l'ostéopathie, où on est plus dans notre ressenti, ça, faudrait le prouver, parce que là, tu sais, comme... Mais en tout cas, tu vois, je fais vraiment un long détour, là, tu sais, je pense que c'est comme si on a switché, là, je suis un peu plus dans la chaise de l'interviewé que de l'intervieweur, là, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, je me suis souvent posé des questions par rapport à qu'est-ce qu'on faisait, puis pourquoi on le faisait,
Puis en général, j'ai l'impression que j'étais jamais dans le même sens que les autres, tu sais, parce que il y en avait des sceptiques dans ma classe, mais on n'était pas capable de se parler. Parce que ceux-là, ce qu'ils voulaient pas faire, c'était du crânien, par exemple, tu sais, travailler le crâne ou travailler dans les trucs plus subtils. Puis moi, j'étais comme, moi, je veux pas craquer le monde parce que je crois pas, genre, tu sais, je me craque les jointures tout le temps, puis ça fait rien, là, mes mains n'ont pas changé en 20 ans, fait que pourquoi, tu sais, en tout cas, puis sans dire que j'y crois pas du tout, tu sais, c'est juste que d'accepter des choses parce qu'elles ont été affirmées dans le passé, pour moi, ça a toujours été quelque chose de controversé, puis, ben, en tout cas, de difficile à accepter, mettons. Puis je sais pas si ça a un lien avec l'autorité, là, mais ce que j'en suis venu à comprendre, tu sais, puis c'est comme un... Je me rappelle un moment donné, j'étais dans la classe, tu sais, puis c'était au début de l'ostéopathie, puis là, le prof, il voulait démontrer que c'était dur d'objectiver quelque chose même de simple, c'est-à-dire, tu sais, la chose la plus simple, je pense, qu'on peut faire en ostéopathie, c'est dire la position des repères anatomiques, donc est-ce qu'il y a le bassin il est plus haut à gauche, plus haut à droite ou égal, tu sais. Puis là, il avait fait un test, le prof avec les 2 assistants, puis les 3, ils étaient arrivés à des réponses complètement différentes pour 3 sujets différents, genre. Fait que, tu sais, si on n'est pas capable de s'entendre là-dessus, comment on va faire pour s'entendre sur des trucs vraiment subtils de crâne, mettons, mais de positionnement de vertèbres aussi, tu sais. Donc ça l'a comme un peu cheminé dans ma tête, puis jusqu'à aujourd'hui, puis là, je vais faire un gros pas de l'avant pour sauver un peu de temps, là, mais je me suis rendu compte que j'avais envie de partir une nouvelle religion. Religion? Ouais. mais pas de fanatique, là, mais genre... Tu sais, pour moi, la science, c'est un peu une religion, des fois, tu sais, puis je sais que si je dis ça, faut que je le prenne avec des pinces un peu. Là, je recommande vraiment le bouquin d'Étienne Klein, qui est un philosophe, physicien, qui fait de la philosophie des sciences, qui a écrit Le goût du vrai. Okay. C'est un tout petit bouquin dans la collection Tract, qui est super. On peut le trouver chez Renaud Bray, là. Okay. C'est vraiment intéressant. Puis lui, il fait des vidéos sur tout un tas de sujets liés à la philosophie des sciences. Il est passionnant. En fait... la science, elle a émergé pour contrer tous les biais cognitifs qu'on a en tant qu'être humain. Parce qu'on est plein de biais, on peut interpréter, on peut analyser les choses avec notre propre filtre. Et l'objectif de la science, c'est de se challenger par rapport au filtre qu'on peut avoir, en fait. Donc, c'est toujours intéressant de se questionner sur comment je peux teinter ma réalité. Mais c'est ça finalement, quelle était ta question par rapport à la douance? Tu parlais donc de l'école, le sentiment de fonctionner peut-être différemment, puis de te questionner par rapport aux intuitions que tu avais, par rapport aux choses qui étaient peut-être plus concrètement validées, puis que en fait ce qui était concrètement validé n'était pas forcément toujours applicable dans le cas où les diagnostics étaient finalement différents. Tu parlais de la position des hanches. Donc quelle était ta question en fait en lien avec ça? Pour l'instant, j'avais pas nécessairement de questions. Okay. Je pense que là où je m'en allais, c'était comme... je pense que le thème, c'est l'hyperprofondeur. Je pense qu'on t'en a parlé un peu au début, là, mais puis évidemment, se poser beaucoup de questions, mais vraiment, la religion là, que j'avais envie de mettre sur pied, c'est la religion qui a juste une ligne, c'est il existe juste une vérité, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Fait que ça, c'est comme... Je parlais de ça avec Michael, justement, mon co-hôte du podcast. Puis, tu sais, ça a commencé qu'on parlait de c'est quoi qu'il y a après la mort, tu sais. Puis, au début, lui, il disait qu'il était convaincu à 97% qu'il y avait quelque chose après la mort, tu sais. Puis moi, j'étais comme... Moi, il n'y a rien dans la vie que je peux affirmer avec certitude, tu sais. Puis, fait que c'est très difficile d'être ostéopathe parce que faut que je dise à la fin du traitement qu'est-ce que j'ai trouvé, mais tu sais, comme je suis comme très conscient que ce que j'ai trouvé c'est hyper subjectif, tu sais, puis que ce que je vais dire va manquer la vérité inévitablement parce que selon moi elle n'existe pas cette vérité là, tu sais.
Donc, je te recommande vraiment Étienne Klein. Tu vas aimer. Okay. Il parle justement notamment des découvertes scientifiques et des consensus. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a dit, c'est un fait, la Terre est ronde. Et il dit notamment, c'est à ce moment-là que sont nés tout un tas de... Notamment l'association des regroupements pour la Terre plate ou quelque chose comme ça. Donc, il y a eu de la résistance, mais il y a des choses qui sont quand même des faits scientifiques. Et il dit, c'est intéressant de se questionner autour de comment on est arrivé à un moment donné à dire ça c'est un fait. Mais ça c'est des questions hyper philosophiques, c'est passionnant, mais je suis pas certaine d'être armée pour répondre à ça. Non, mais c'est pas ça. Je suis vraiment pas dans... Je suis vraiment pas dans cette recherche-là. Là. C'est plus... je vais arriver à une conclusion, là, j'imagine, éventuellement, mais ce que dans le fond, tu sais, quand on parlait avec Michael, ce que j'ai dit à un moment donné, c'est je dis, moi, il n'y a rien que je peux affirmer avec certitude. Même pour moi, 1 plus 1, c'est pas sûr à 100% que ça égale 2. Parce que on peut pas comme définir c'est quoi la réalité, genre, tu sais. Parce que vu qu'on sait pas qu'est-ce qu'il y a après la mort, vu qu'on sait pas qu'est-ce qui a créé la Terre, genre, on est peut-être dans une réalité virtuelle. Puis en arrière de ça, il y a peut-être quelque chose qui est complètement différent de tout ce que notre cerveau peut imaginer. Donc, il y a peut-être des choses qu'on affirme avec certitude, dont la Terre est ronde. Je suis vraiment pas en train de dire que la Terre est plate. Je vais juste dire que peut-être que la Terre n'existe pas, t'sais. Mais je pense qu'on peut dire que la Terre existe à 99%, mettons, de chance, 99,99999, mais peut-être qu'elle n'existe pas comme qu'on pense qu'elle existe. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui la sous-tend en arrière. Fait que, tout ça pour dire, hyper profondeur, hyper questionnement, tu sais. Puis je pense que si j'ai une forme d'intelligence qui a de la misère à se mesurer, c'est ma capacité à aller dans ces questionnements-là la capacité que personne n'a. à se questionner. C'est pour ça que j'aime beaucoup le mot des philo cognitifs. Tu sais, philo, c'est aimer, cognition, c'est la pensée. Ce sont les personnes qui aiment penser autrement. Qu'elles sont hyper intéressantes, ces questions-là. Je pense qu'il est important, et c'est un truc qu'on travaille beaucoup en thérapie, c'est de rester ancré. Peut-être se dire, oui, c'est important et intéressant de se questionner autour de ça. Par contre, aujourd'hui... tu vis dans ta réalité d'être humain ancré sur Terre et à l'heure actuelle 1 plus 1 égale 2. Tu sais, ça permet d'être bien ancré dans la réalité parce que la difficulté d'être trop dans la tête, trop dans l'hypercognition, c'est que ça désancre. Et en fait, le fait d'être désancré, ça peut être dangereux en termes d'équilibre psychique. Donc, c'est intéressant de l'investiguer. En même temps, je pense que c'est important d'avoir des balises, puis de bien se sentir connecté à sa réalité d'être humain à l'heure actuelle. Mais c'est ça qui est drôle, parce que tantôt, je disais poser des questions que les autres n'aiment pas se poser nécessairement, mais moi, je suis vraiment bien dans ces questions-là. Tu sais, comme, je me sens pas... tu sais, quand j'étais jeune, là, la période où je me questionnais beaucoup... Là, je me sentais pas bien, je me sentais désaxé, mais là, je me sens bien dans ça. C'est comme si ces réflexions-là, ils me font du bien, parce que tout le monde cherche son sens à qu'est-ce qu'on fait ici. Puis moi, on dirait que je l'ai un peu trouvé dans le... On le sait pas. On le sait pas, tu sais. Puis ça a comme un moment donné, ça a relâché quelque chose, tu sais, comme, tu sais, on le sait pas. Puis j'ai l'impression que si tout le monde était dans cette... On le sait pas, il y aurait pas mal moins de guerre puis de chicanes sur la terre. La capacité à douter, on en revient à ça. J'ai à un moment donné entendu un monsieur à la retraite dans un groupe de réflexion philosophique. Tout le monde parlait, donnait son avis, on parlait de la compassion ce jour-là. Il parlait pas, il observait une réunion qui a duré 2h30, 3h, il parlait pas du tout. Et à la fin, il a résumé la rencontre en quelques phrases et tout le monde était bluffé, hyper pertinent, puis... une acuité incroyable. Je me suis dit, c'est qui ce monsieur? Il s'avère que c'était un prof d'université. Il n'avait jamais mentionné qui il était, puis très, très humble. Mais un jour, ce monsieur a dit, je ne me pose pas moins de questions aujourd'hui. Par contre, je suis à l'aise avec les questions que je me pose. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Je me suis dit, waouh, c'est super de se sentir à l'aise avec les questions qu'on se pose. Il y a un chercheur que j'aime beaucoup qui est un mathématicien philosophe qui s'appelle Charles Eisenstein. Ouais, je sais ce qu'il est. Tu le connais? Ouais. Alors lui, je trouve que sa force,
c'est d'être quelqu'un qui doute et qui est à l'aise dans son doute. Et ça fait de lui quelqu'un d'extrêmement nuancé. Mais ça demande une force incroyable pour être capable de tolérer le doute et l'incertitude. C'est extrêmement angoissant. C'est pour ça que l'être humain essaye de se construire des certitudes, parce que ça nous donne une structure et que ça rassure. Donc, mais effectivement, tu as raison. Je pense qu'on vivrait moins de difficultés si on acceptait nos doutes. Mais c'est pas toujours évident. Ouais, puis c'est encore, là où je voulais faire un lien avec la douance, c'est que ça reste une étiquette, tu sais. Puis là, ben, toute la genre d'arrimage entre, OK, la réalité, le phénomène, puis le jugement ou la confirmation qu'on pose sur ça, tu sais. Puis... Mais bon, peut-être que c'est un autre sujet différent, là. Mais c'est intéressant, puis tu l'as bien nommé tantôt, c'est la question du sens, tu sais. Quel sens est-ce que je trouve à cette démarche-là? Est-ce que c'est utile dans mon cheminement d'être humain? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Qu'est-ce que je recherche? C'est important de se les poser, ces questions-là. De toute façon, moi, je recommande à n'importe qui d'investiguer, que ce soit en thérapie, que ce soit dans des discussions avec des amis, dans des lectures, des conférences. C'est hyper important de chercher à se comprendre. C'est ce qui nous permet ensuite d'être adapté au monde, d'être adapté aux autres. Mais effectivement, comme Dabrowski le dit, en se questionnant, on passe par des phases où on peut être extrêmement ébranlé et tout ça, mais ça permet de se construire aussi. Donc, c'est intéressant. Puis, comme je te le disais tantôt, là, pour moi, l'étiquette, le profil, là, il est intéressant si on peut après le lâcher, en fait. Ça nous aide à nous comprendre à un moment donné, ça donne des réponses à des choses qui nous restaient nébuleuses jusque-là. Et après ça, on peut se dire, ok, j'ai un fonctionnement, par exemple, X ou Y. Maintenant, avec ma couleur, ma spécificité, comment est-ce que je peux contribuer au monde? Comment est-ce que je peux mettre au service d'autrui mes forces, ce dans quoi je suis bon, ce que j'aime faire, etc. Puis c'est là où la psychologie positive est géniale, c'est valide pour n'importe quel être humain. Aujourd'hui, on parle de douance, mais on pourrait parler d'un autre type de profil, puis dire, mais pour ce type de personne-là, avec cette personnalité, ce vécu, en quoi cette personne-là peut contribuer au monde, tu sais, puis ça passe par être bien avec soi-même pour ensuite être bien avec les autres. On a bouclé la boucle avec la psychologie positive. En Et plus, voilà. avant que tu le dises, j'allais le dire. Mais c'est le fun. Comment on fait pour, mettons, quelqu'un qui dit hey, j'aimerais ça passer un test ou avoir une confirmation ou pas, tu sais, Ouais. c'est quoi les ressources qui existent? Alors, le mieux, c'est d'aller sur l'ordre des psychologues et de chercher un neuropsychologue qui fait la confirmation de douance. Donc, ce sont des tests qui durent à peu près 3-4 heures à passer, avec donc 1 heure d'anamnèse en général, de rencontre où le neuropsy pose certaines questions à son client. Ensuite, il y a donc la période de passation de test. Ensuite, il y a la période de cotation. Le neuropsy va donc analyser les résultats, rédiger un rapport. Et ensuite, il y a souvent 1 demi-heure ou 1 heure de remise de résultats, où là, le neuropsy va vraiment pouvoir expliquer à son client son mode de fonctionnement, puis éventuellement le référer à certaines ressources. Pour avoir une confirmation, ça va être le neuropsy. Puis pour comprendre la douance, ça peut être aussi un neuropsy, mais ça peut être un psychologue aussi spécialisé dans le domaine. Il y en a de plus en plus là. Ça commence à être abordé dans les universités. Il y a l'Association québécoise pour la douance qui fait un merveilleux travail à ce sujet-là. Donc ça commence à être plus connu. Ok, super. Puis pour toi personnellement, professionnellement, je veux dire, si on veut te rejoindre ou... Oui, alors à la clinique de psychologie positive, le site c'est psychologie-positive.ca. Et puis voilà, on offre des consultations effectivement pour les personnes hypersensibles et douées. Ok. Donc, super. Puis parle-moi juste un peu de cette clinique-là, justement, avant de terminer. C'est toi qui l'as confondée, right? Oui. Okay. Ouais, en fait, je l'ai fondée il y a 3 ans. Et on est incorporé juste depuis 1 an. Okay. Donc, une clinique qui est jeune, mais qui grossit vite, en fait. On va être 14 à compter de septembre. 14 psy? Oui, une hypnothérapeute. Oui, donc on va essayer d'élargir un peu, de travailler avec d'autres professionnels.
Mais c'est ça. Moi, j'avais 2 objectifs en fondant la clinique. Le premier, c'était de créer un environnement de travail sain, avec beaucoup de bienveillance, d'écoute, de temps d'échange, etc. Et puis, le deuxième objectif, c'était d'avoir un groupe de pairs, de créer un groupe, en fait, avec des liens forts là, qui permettent de contribuer au bien commun. Puis ça, on est en train de le définir, en fait, comme je te disais tantôt. C'est vraiment... on va voir là, je me donne la prochaine année pour ficeler des périodes de réflexion, pour voir qu'est-ce que le collectif a envie de faire. Mais voilà, j'aimerais beaucoup qu'on puisse redonner d'une manière ou d'une autre. On va pouvoir s'en reparler. Ouais. Oui. En tout cas, merci énormément de ton temps et ton écoute. C'était vraiment un véritable plaisir. Moi aussi, ça a été un grand plaisir. Merci. Merci. Donc, tout le monde, si vous voulez, c'est maintenant le temps, à la fin du podcast, d'aller, comme je disais au début, si vous voulez nous suivre, soit sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, ou nous laisser un commentaire si vous avez apprécié l'épisode. Vous pouvez nous en faire part. Merci beaucoup. Merci.